J'ai animé ce matin au CITEM la conférence sur l'attractivité culturelle du Grand Paris. On a eu plusieurs intervenants, plusieurs sujets convergents. Le premier élément, c'est de dire le Grand Paris Express et les investissements dans les transports collectifs d'Île-de-France vont fondamentalement transformer la mobilité des Franciliens et des visiteurs internationaux. Ça va leur donner accès à un plus grand nombre de sites. De ce fait, ça transforme leur expérience, et notamment nos visiteurs internationaux, à d'autres sites, d'autres lieux, que Sylvia Casi, architecte, urbaniste, nous a fait découvrir en disant « mais finalement, tous ces lieux proposent un voyage ». Et je crois que c'est vraiment une expression intéressante qui résume cet ensemble d'opportunités qu'offre aujourd'hui cette transformation de la région Île-de-France par rapport à la culture. Tout d'abord, un projet majeur qui n'existerait pas sans le Grand Paris, qui est Europa City, qui est porté derrière par Yves Auchan et qui a pour but de créer sur le triangle de Gonesse, entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, une destination. C'est un ensemble d'offres coordonnées dans un site, Europa City, qui vise à créer une expérience adaptée aux nouvelles générations, connectées, mobiles. Et donc ce lieu, 80 hectares, va proposer à la fois des champs aquatiques, champs de neige, mais également une nouvelle façon de consommer, une nouvelle façon de s'amuser, qui sera la plus environnementale possible. Juste à côté, le musée de l'art et l'espace. C'est un musée qui aujourd'hui compte 200 000 à 300 000 visiteurs lorsqu'il y a le salon Paris Air Show, qui se tient d'ailleurs en 2017. L'ambition, c'est de transformer ce musée, qui a un potentiel énorme de par ses collections, de par son site. C'est un musée qui est dans un bâtiment art déco, mais qui aujourd'hui est un peu isolé, refermé sur lui-même. Investissement majeur de son financeur principal, le ministère de la Défense, près de 30 millions d'euros pour rénover d'une certaine manière le musée, proposer une nouvelle expérience. Et puis on a vu des fondations internationales, russes, américaines, qui mettent de l'argent pour développer cette exposition. L'objectif est simple, c'est passer à au moins 800 000, 1 million de visiteurs à l'horizon 2024, c'est l'année de l'ouverture d'une station du Grand Paris devant le musée de l'art et de l'espace, et c'est d'ailleurs la date retenue également pour le projet Europa City. Ensuite, on a glissé sur Meaux, toujours tourisme de mémoire, puisque Meaux a été connu pour des événements plus difficiles dans les quartiers. Et puis, il y a eu cette volonté d'ouvrir un musée de la Grande Guerre qui est ouvert le 11 novembre 2011. Et ce musée de la Grande Guerre témoignait de la transformation du territoire qui était mal perçu, un territoire qui devient une destination, qui se transforme, et des acteurs qui, ensemble, veulent vendre cette destination comme une destination touristique, de loisirs, mais aussi de gastronomie, parce que y a le brimot, il y a la moutarde, et puis il y a un certain nombre d'autres spécialités locales. Et puis on a glissé un peu plus au sud, dans la nouvelle communauté d'agglomération Grand Paris Sud, Évry, Sénart, où là, il y a des 130 équipements culturels de différentes tailles. C'est la question de l'appropriation de ces équipements et des événements qui sont faits par les acteurs locaux, par les habitants, et plus largement par les Franciliens. Et leur idée, c'est de dire qu'il faut proposer une plateforme unique, et ils ont mis en place un site internet sur lequel, que vous soyez habitant des secteurs et également parisien, éventuellement international, vous pouvez vous connecter et trouver toujours matière à faire, matière à vivre. Et c'est cet élément-là qu'on voulait mettre en avant. L'objectif, c'était de montrer que la région est en mouvement, que l'offre culturelle d'aujourd'hui et de demain va permettre de renforcer, de dynamiser l'attractivité culturelle de la région. Et cette dynamique va permettre de créer du partage, et derrière ce partage, de l'activité économique, et donc de l'emploi et de la création de valeur. On a été contacté par M. Grunfeld il y a à peu près 8 mois, qui nous a proposé de participer à ces conférences chantiers dans le cadre du CITEM. Le CITEM est un salon professionnel des musées, et on trouvait ça tout à fait pertinent de présenter les deux projets de musée Yves Saint-Laurent qui doivent ouvrir en 2017, l'un à Paris et l'autre à Marrakech. C'était tout à fait l'occasion de présenter et nos collections et les projets, les spécificités des uns et des autres, à Marrakech et à Paris. Il y a une première partie qu'on a présentée de la fondation, d'où viennent les collections, comment elles ont été constituées, quelles sont leurs particularités. La deuxième partie a permis de parler du projet parisien, comment il est scénographié dans le contexte d'une maison de couture, puisque la fondation et le musée Yves Saint-Laurent Paris seront abrités dans l'ancienne maison de couture Yves Saint-Laurent, dans laquelle a été cette maison depuis 1974. Et le deuxième projet, tu peux en parler. L'idée c'était de présenter là aussi le contexte du projet à Marrakech, qui s'apparente plus, qui était un musée monographique, mais surtout un centre culturel situé à proximité directe d'un des sites les plus touristiques du Maroc, qui est le Jardin Majorel, et donc d'expliquer la pertinence de la création d'un musée à côté de ce site, autour de l'image tutélaire d'Yves Saint-Laurent. Cette conférence a posé une question un peu provocateur. Le numérique pose des dangers et pas seulement des avantages à la culture et le musée.
Tout le monde est d'accord que non, en fait, les outils numériques sont très importants, sont des atouts pour le musée. Et on a entendu différentes moyennes que les musées ont employé les outils numériques pour avancer la mission et mieux servir le public. Le secteur culturel et les musées peuvent être plus qu'un système de broadcasting, de partager le savoir d'une façon unidirectionnelle, devenir plus démocratique, écouter aussi tant qu'il parle et comme ça apprendre du public. Par exemple, le Rijksstudios, le Rijksmuseum a beaucoup appris de ces publics, de la façon dans laquelle les personnes ont géré, ont collectionné et ont regardé les images qui sont dans la base du Rijksstudio. Rob Stein démontrait comment à Dallas Museum, utilisant les outils numériques, on peut mieux comprendre les actions et les besoins de leur public et aussi qui n'étaient pas publics et qui doivent devenir. Paris Musée est une institution récente qui a été créée en 2013 et donc j'ai montré avec les chiffres de fréquentation comment en 3 ans, en créant ne serait-ce qu'un site web par musée, nous avons réussi à multiplier la visibilité de nos musées en passant de 1 500 000 visiteurs sur des pages du site de la mairie à plus de 6 millions de visiteurs numériques et plus de 20 millions de pages vues une fois que tous les musées ont été équipés de leur site web. Je positionne le numérique comme soutien à toutes les missions des institutions culturelles. Après, j'ai essayé vraiment de montrer que le numérique n'est qu'une façon de visiter. Quand nos applications de visite et nos nouvelles expériences de visite touchent 15% du visitorat physique, on est globalement satisfait. Comme quoi, le numérique peut prendre différentes formes dans le musée, toujours pour venir supporter les missions et les objectifs communs. Il faut donner de la visibilité à nos musées. Le numérique est la seule arme à l'heure actuelle pour faire cela. Les musées chinois se développent vraiment à grande vitesse depuis une dizaine d'années. Ils sont maintenant plus de 4510 musées en Chine, recensés par le gouvernement. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font avec leur public, avec les expositions, etc. Donc tout ça, ce sont des grandes questions qu'on a traitées lors de la session sur les 2 regards sur la Chine. J'espère que c'était utile pour éclaircir les quelques grands mythes qu'on a sur les musées chinois et que ça peut aider les professionnels des musées français qui un jour vont aller en Chine pour organiser leurs expositions. J'ai donné quelques exemples des grands musées en Chine, c'est-à-dire le musée de la Cité interdite, qui a vraiment de grands moyens pour rénover les salles, pour mieux accueillir le public chinois. Mais en même temps, il y a aussi des petits musées intéressants qui ne sont pas forcément dans des grandes villes comme Pékin, Shanghai, Shenzhen ou Nankin, mais qui offrent un programme d'exposition et un programme de médiation culturelle intéressant. Et ce sont des bons exemples à prendre et on espère qu'avec des expertises étrangères aussi, ces musées-là peuvent encore se développer dans les années à venir. On a eu la chance en fait d'accueillir 7 intervenants, tous plus intéressants les uns que les autres, puisqu'ils nous ont apporté un angle de vue différent en fonction de leur spécificité. C'était soit des prestataires d'outils informatiques, soit des lieux directement qui avaient fait l'expérience d'outils. On a commencé d'abord par monsieur Bruno Vicher, qui est président de Ressources SI, qui lui nous a parlé de la base de données des publics et donc de la connaissance des publics au travers des informations que l'on pouvait renseigner dans son logiciel de billetterie et de gestion des publics. Ensuite, on a glissé plus sur la partie élargissement des publics avec le yield management et le pricing, avec Aurélien Artaud de chez Tech4Team, et qui est venu avec Hortense Alphen de la Compagnie des Alpes, qui a mis en place l'outil Tech4Team sur le musée Grévin, qui nous a fait un retour d'expérience sur la mise en place de cet outil, qui visiblement a eu un effet très bénéfique. Ensuite, donc, on a eu un intervenant qui s'appelle Thomas Isna, qui nous a parlé de marketing piloté, c'est-à-dire que en plus du yield management, du pricing, il y a aussi toute une série de tactiques à mettre en place en termes de marketing et en termes de communication, avec un retour d'expérience qui permet de savoir si le mode de communication qu'on a mis en place, ou le package, l'offre commerciale a eu les effets escomptés. C'est un outil auto-apprenant qui permet d'affiner au fur et à mesure ces offres. Et ensuite, pour faire le lien entre élargissement des publics et fidélisation, nous avons eu Emmanuel Delbouy du ministère de la Culture et de la Communication qui nous a parlé du co-branding. C'est l'association entre les marques muséales et puis des marques
marques de la mode ou du design. Il y a des associations de type luxe, mais il peut y avoir aussi des associations et des partenariats entre des structures culturelles et des marques grand public. Et donc là, on est vraiment à la charnière entre l'élargissement et la fidélisation des publics. Ensuite, monsieur Sébastien Danjou du Parc de la Villette est venu nous parler donc des cartes RFID qu'ils ont mis en place très nouvellement sur le Parc de la Villette et sur les contenus connectés au travers de ces cartes et des bornes qu'ils ont installées sur le site, permettant donc au public, quand ils reviennent chez eux, de retrouver un certain contenu par rapport à ce qu'ils sont venus voir. À la fin, nous avons eu Karine Fritz qui travaille à Cap Science. Eux ont développé une solution de contenu connecté qui a pris une importance colossale dans leur région puisqu'ils ont plus de 80 000 C-users, c'est-à-dire de personnes qui se connectent avant, pendant et après l'événement, qui viennent aussi pour participer à des forums sur la science, etc. Vraie communauté qui s'est concrétisée autour de Cap Science. C'était vraiment très intéressant, je pense, cette conférence, parce que ça a amené plusieurs points différents autour de la connaissance, l'élargissement et la fidélisation des publics. Il y a beaucoup d'hôtels aujourd'hui qui essayent de s'approprier le monde de l'art en s'achetant une peinture, une œuvre. Nous, dans Mama Shelter, on a pris une approche différente, on n'avait pas les moyens et donc l'idée, ça a été de faire travailler des artistes avec nous, de les faire collaborer, de faire tous les plafonds du Mama Shelter par des jeunes artistes, de faire redessiner la cage de l'ascenseur de Los Angeles par un des grands artistes californiens et d'avoir une approche un peu différente. Et je crois que c'est ça qui a intéressé les gens qui organisent ce salon, c'est un regard différent sur la relation entre l'art et l'hôtellerie, à la fois dans ce qui se passe dans nos hôtels et en même temps dans l'intérêt que portent nos clients à la visite de musées, à la visite d'expositions sur lesquelles on travaille en permanence et sur lesquelles on essaye d'être le plus efficace possible. Je ne connaissais pas du tout CITEM, j'ai été contacté par les organisateurs de cet événement et j'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant, je ne regrette pas d'être venu.